On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer sur Twitch et sur RCF avec Marie Lutringer, Alix Berthelot, Manon Legrand et Hugo Asmani, nos invités du soir à retrouver dans un nouvel entretien dédié à leur webdoc finalement, et une série de questions qui va débuter dans un instant avec toi Alix. Mais oui, mais peut-être pour commencer, on pourrait déjà écouter un extrait de votre documentaire qui pose le cadre de ce sujet en France. Début 2024 et presque rien. Entre promesses et débats, l'attente est trop longue pour les militants et les malades. Alors que les Français semblent majoritairement pour, car selon le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie d'avril 2023, 75,6% des votants sont en faveur d'une évolution de la loi. En attendant cette avancée sociétale, les malades en fin de vie n'ont d'autre choix que de traverser les frontières ou s'en remettre à l'illégalité en choisissant des euthanasies clandestines. Entre incompréhension, agacement et espoir, nous avons rencontré les acteurs de ce débat et parlé avec eux de ce sujet, finalement pas si tabou. Finalement, les cas de fin de vie en France, c'est un web documentaire de 26 minutes que vous avez tous les deux réalisé en l'espace, je crois, de quelques mois, de 6 mois. Comment est venue déjà l'idée de travailler sur un sujet qui, au premier abord, il faut le dire, il peut sembler un peu froid, un peu distant? Du coup, je sais pas si... moi, j'ai écouté un podcast, le podcast Passage de Louis Média. Et ils ont fait un épisode sur ça, sur un veuf qui venait laisser partir sa femme qui avait un cancer du cerveau. Et dedans, on entendait Claudette Pierrette, du coup, qu'on voit dans le reportage. Et c'est là que j'ai appris, en fait, qu'il y a des pays qui autorisaient ça, en fait, l'euthanasie. C'était il y a quelques années et ma réflexion a fait un petit peu son chemin après ça. Et je me suis rendu compte qu'en France, on n'avait pas le droit à ça et que des gens se battaient pour avoir ce droit. Et je me suis dit, c'est un sujet dans lequel on n'a pas trop envie de mettre les pieds, pourquoi pas le faire en dernière année, quoi. Et toi aussi, Hugo, tu t'es retrouvé dedans ou Ouais, c'est ça. C'est Manon qui te l'a proposé? Ouais, c'est ça, je l'ai suivi là-dedans, mais ça m'a interrogé aussi, en fait. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être, en plus, c'est d'actualité, ça l'est encore. Et on s'est dit, c'est le moment, en fait, d'en parler, de montrer ce que c'est, de casser un peu le tabou qu'il y a autour, parce que c'est un sujet qu'on n'a peut-être pas spécialement envie d'aborder en famille ou quoi, mais au final qui est important. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec ça, c'est que voilà, on pouvait parler de ce sujet, il fallait en parler avec les personnes qui y sont confrontées directement. Pourquoi avoir fait le choix d'un documentaire et pas d'une autre forme comme un podcast ou un écrit? Déjà, les personnes qui se battent pour ça, j'ai envie de dire, sont en demande. Il faut qu'on les voit. Les rendre visibles. Il faut qu'on sache qu'ils existent, dans quelles conditions ils sont. Et donc, c'était important de les mettre en image. Et au-delà de ça, comme Hugo est photographe et que moi, c'est aussi mon ambition de faire du documentaire, c'était tout simplement logique qu'on fasse ça comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Ça aurait peut-être très bien pu marcher en podcast ou même un long article, mais c'est vrai que là, la vidéo, ça permet de se rendre compte vraiment de qui sont les personnes qu'on va interroger et de les voir et de ressentir un peu ce qu'elles peuvent vivre. Et ce projet a été mené dans le cadre de votre master, dans un cours en particulier ou c'est vraiment juste pour valider Non, c'est le master journalisme et médias numériques, justement, il se fait en 2 ans. Et la dernière année, on a un chef-d'œuvre, comme nos profs aiment les appeler, à réaliser. Ça en format écrit, en format podcast ou en format documentaire, comme on a pu faire. Donc, c'est tous les profs y travail à participent, rendre en fin d'année, au final, c'est ça. C'est Et une combien sorte de de temps mémoire. ça vous a pris un petit peu comme un mémoire? Ouais, c'est ça, ça valide l'année, quoi, à la fin. Ça vous a pris combien de temps à le réaliser, exactement? On a commencé à chercher des choses sur le sujet en septembre, octobre. En novembre, on a lancé des contacts pour commencer à avoir des réponses en décembre. Et on a commencé vraiment le tournage en janvier, ouais. qui s'est étalé jusqu'au mois de février et presque tout le mois de mars pour le montage. Donc depuis septembre, ça fait presque 6 mois. 6 je mois, crois. ouais, quelque chose comme ça. Et justement, comment est né ce duo et comment vous vous êtes répartis le travail aussi quand même? Comme disait Manon, c'est plutôt elle qui a trouvé le sujet. Donc moi, je me suis un peu greffé à ça, mais c'est peut-être elle qui a fait le plus côté démarchage, surtout avec Claudette. C'est elle qui l'a rencontrée. Et Claudette nous a permis après de rencontrer pas mal de gens.
Et moi, qui étais un peu plus à l'aise avec la production pure qu'est la vidéo, bah, j'ai plus tourné ou quoi, mais au final, on s'est quand même bien partagé On les sait choses, je crois. bien. Bah, je sais que à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose, Mhm. on se demandait l'avis de l'autre. Et de toute façon, tous nos documents, tout était partagé. Et même pendant le montage, on a beaucoup communiqué pour que lui comprenne ce qu'il était en train de faire, que moi je comprenne aussi ce Mhm. qu'on avait envie de dire. Donc il y a eu toute une continuité. On a tout fait du début à la fin, quoi. Et la formation du binôme, elle s'est fait naturellement, c'était imposé. Non, bah ça vient d'une amitié, enfin je crois. Non, pas du tout. Non, oui, c'est ça. Ça s'est fait comme ça. Et waouh, je pense qu'autant travailler avec quelqu'un avec qui enfin, quoi qu'on n'avait pas énormément travaillé ensemble l'année d'avant, mais au final, ça a bien marché. Et puis, oui, de toute façon, il y avait déjà une amitié qui était là. Donc, travailler à deux, c'était plutôt Ça naturel. joue aussi. Ouais, ouais. Sur un sujet aussi large et débattu que la fin de vie, comment, par quel bout on entreprend de démarrer un web documentaire? Ça passe par cette militante Claudette? Ça passe par elle. Je pense que c'est elle qui centralise vraiment tout. Et après, c'est aussi beaucoup de réflexion, savoir quel est notre but. Au départ, on voulait rencontrer des familles qui étaient endeuillées par rapport à ça. Et en fait, nos professeurs nous ont poussés à aller plus loin et à rencontrer des personnes qui sont dans cette situation. Et puis, au fur et à mesure des recherches, je suis tombée sur la lettre pour les parlementaires de Loïc Rézibois, donc on voit aussi dans le documentaire à l'ADMD, qui lui expliquait que il allait prendre ses dispositions si rien n'était fait en France pour qu'il parte au moment où il voudrait. Et ça donnait une autre perspective, en fait. C'est que les gens, ils passent pas forcément la frontière, et ben parfois ils se battent et ils font en sorte que ça se passe comme eux ils ont envie de le faire. Et du coup ça a élargi le spectre, et Claudette qui nous a donné plein de contacts, plus des gens qui sont vraiment ok à en parler, quoi. Enfin on a eu on a eu aucun refus, quoi. Enfin c'est ça qui est ouf, c'est que c'est des gens, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de le dire, quoi. Et j'ai trouvé que l'une des grandes forces de ce documentaire, c'était notamment les témoignages. Donc il y a Loïc, mais il y a aussi Brigitte. Ouais. Deux personnes, deux choix de fin de vie différents. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Vas-y. Je vais commencer avec Brigitte, parce qu'on a parlé de Loïc juste avant. Brigitte, c'est une Belge, mais elle habite en France, donc elle ne peut pas faire une demande d'euthanasie en Belgique un citoyen belge pourrait le faire naturellement. Donc elle a dû, elle aussi, aller rencontrer des médecins pour qui acceptent ou non sa demande. Elle a un cancer généralisé des os, donc quelque chose qui maintenant... Bon, elle est encore en traitement, mais qui se soigne très difficilement. Et elle a toujours refusé les soins palliatifs. Elle ne veut pas finir sa vie dans un service comme ça. Donc elle a décidé de passer par l'euthanasie. Et en fait, elle, voilà, c'est notre témoignage de comment ça se passe quand on le fait en Belgique. Elle, malgré qu'elle soit belge, vu qu'elle habite en France, il y a certaines difficultés. Et voilà, en fait, elle est encore, elle se bat encore contre la maladie, mais elle veut avoir cette option. Et c'est ça qu'on veut les montrer, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est une réflexion, des rendez-vous avec des médecins, Un long processus. un long Exactement, processus. Et en fait, c'est une carte qu'elle pourra tirer le jour où elle va vraiment mal et où elle ne veut pas mourir d'une façon horrible. Elle veut pouvoir partir comme ça, en fait. Alors que Loïc, lui, il a exclu la possibilité d'aller à l'étranger. Alors, c'est pas du tout son souhait, justement. Et donc, lui, Loïc, est atteint de la maladie de Charcot, donc, qui éteint en fait les muscles du corps petit à petit, jusqu'à atteindre les cordes vocales, les yeux, etc. Donc, à terme, c'est une maladie qui alite en fait complètement le corps. Et lui, justement, ce qu'il veut, c'est au moment où son cas de santé sera trop difficile à supporter, selon lui, c'est de pouvoir pareil, tirer cette sonnette et pouvoir partir quand lui, il le voudra. Et en fait, c'est deux cas de fin de vie qui, même s'ils avaient envie de bénéficier des soins palliatifs, il n'y a pas assez de soins palliatifs en France dans tous les cas. Et surtout, une maladie comme Loïc, on n'a pas accès aux soins palliatifs au stade auquel il est dans la maladie. Et ça a été difficile pour eux de se livrer devant la caméra? Pour Loïc, pas du tout. Merci encore à lui, parce que justement, ils nous ont vraiment ouvert leurs portes et ouvert leur histoire.
Et je ne veux pas parler au nom de Brigitte, mais c'était la première fois qu'elle parlait justement à quelque chose qui allait devenir un peu médiatique, quoi. Donc, c'était pas le même entretien, mais ils nous ont beaucoup confié, quoi. Et là, on est en direct sur RCF, qui est une radio chrétienne. La position de la religion est mentionnée dans ce documentaire et on sait qu'elle n'est pas favorable à ces projets de loi sur la fin de vie. Est-ce que vous avez contacté des intervenants religieux ? Alors, on s'est longtemps posé la question. À la base, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait en fait avoir tous les points de vue. Malheureusement, on avait 6 mois pour faire le documentaire. On a décidé de faire un format 28 minutes, mais du coup, nous, là, c'est 26. Donc ça rentrait plus spécialement dans notre angle et dans ce qu'on voulait passer comme message. Et alors bien sûr, c'est quelque chose auquel on a pensé parce que c'est un avis qui est hyper intéressant et qu'on aurait pu aussi confronter avec les témoignages qu'on a fait. On ne l'a pas fait, c'est pour être l'objet d'autres docus ou même de continuer le travail sur la fin de vie parce que c'est une question qui va bientôt être débattue. Mais nous, on ne l'a pas fait, mais c'est sûr que c'est une question en France, en tout cas, qui est très intéressante et qu'il faut se poser. Parce que qu'est-ce qui est possible en France aujourd'hui sur la fin de vie ? C'est quoi la législation ? Alors, en soins palliatifs, on appelle ça l'euthanasie passive. En fait, en France, un patient a le droit de demander à son médecin d'arrêter les traitements quand ça devient, selon lui, de l'acharnement thérapeutique, que le cas du patient est impossible à soigner. Le Français a le droit de dire je ne veux plus et attendre en fait que la mort arrive. Et sinon, il y a la sédation profonde et continue. Donc ça, c'est aussi à la demande du patient. On injecte un produit létal au patient, mais petit à petit, en attendant que le corps s'endorme. À la différence de l'euthanasie, c'est que la sédation profonde et continue, elle est continue et que ça peut prendre des jours, voire des semaines dans certains cas. Et donc, c'est beaucoup plus long. Voilà. Alors, la différence de la Belgique où là, l'euthanasie quasiment immédiate. Active. Ouais, d'accord. C'est ça. Et du coup, c'est pas la même chose, l'aide à mourir et l'euthanasie. L'aide à mourir, c'est le terme général voilà. pour toutes la palette. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça, mais la palette de choix qui est possible pour un patient suivant son cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide à mourir. C'est ça la loi qui devrait être débattue bientôt. Et l'euthanasie, c'est une des actions qu'il peut avoir. Il y a aussi le suicide assisté en Suisse, par exemple, ou ce dont a parlé Manon, ce qu'il y a en France, la sédation profonde ou l'euthanasie passive. J'en parle justement parce que le sujet de votre documentaire, il est d'actualité. Il y a un mois, le président Emmanuel Macron, il ouvrait la voie à un projet de loi sur l'aide à mourir, un projet qui a fait réagir, notamment du côté de l'Église. On suit forcément... Ah, je crois que je me trompe et que je reprends ta question, Mika. Non, c'est bien ta question. Hein. Un projet qui a fait réagir notamment l'Église. Et ce texte, il ne respecte pas les dogmes de l'Église par rapport au respect de la vie humaine. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes de ce texte le texte de loi, qui est étudié, qui va être étudié. Alors, je crois qu'on n'a pas encore toutes les clés parce que c'est une annonce. Mais alors, il y a le principal point finalement, c'est ça me fait toujours. Ouais. Non, le principal point, c'est l'augmentation des soins palliatifs, le renforcement, pardon, c'est ça que je cherchais comme mot, des soins palliatifs en France. Et le deuxième volet, c'est une ouverture à l'aide à mourir, mais alors normalement c'est pour des cas bien spécifiques de certaines maladies où le malade en est à un certain point, et ça ne concernera pas les cas psychologiques ou les enfants, contrairement à la Belgique où c'est ouvert, alors bien sûr avec des rendez-vous on ne fait pas ça comme ça, que ce soit pour des enfants ou des personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques ou psychologiques. Mais voilà, mais on ne sait pas encore exactement comment la loi va se faire. Nous, ce qu'on a vu et ce qu'on a compris par rapport aux militants qu'on a vus, c'est qu'ils voudraient qu'on se cale sur la loi belge. De ce qu'on comprend là, c'est pas exactement sûr que le président, enfin en tout cas que l'exécutif propose quelque chose comme ça. Oui, on a tendance à voir plus. Et comment est-ce qu'elles ont réagi, les personnes que vous avez interrogées justement sur ce projet de loi ? On s'est directement tourné vers Claudette quand Emmanuel Macron a un peu officialisé cette discussion. Elle a été surprise
Mais surtout, ce qui la dérange, c'est comme disait Hugo, c'est qu'ils ne sont pas calés sur la loi belge et sur lequel elle a énormément tiqué, c'est le terme moyen terme. Ce qu'elle explique, c'est à quel moment un médecin peut dire si oui ou non son patient est à moyen terme de la mort. Ça veut quasiment rien dire parce qu'on est tous différents, on peut être tous confrontés à des maladies de manière différente et donc le moyen terme, ça veut quasiment rien dire pour personne. Alors qu'en Belgique ou en Suisse, il n'y a pas cette question de moyen terme. La question, c'est la souffrance. Quelle est votre souffrance et comment vous la ressentez ? Est-ce qu'elle est supportable pour vous ? Non. Vous pouvez en bénéficier. Et c'est ça, c'est cette espèce de, encore une fois, de paternalisme de la médecine. Et c'est sur ce gros point sur lequel, je ne vais pas parler en son nom non plus, mais Claudette revient régulièrement, quoi. Alors, il y a ce documentaire, bien sûr, mais vous avez aussi créé tout un environnement autour de ce documentaire pour lui donner de la visibilité. Qu'est-ce que vous avez créé ? Je crois que déjà, le premier point, c'était de ne pas tomber dans quelque chose d'hyper triste ou de très pathos. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi déjà un documentaire qui est assez court au final, parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose de trop long où, au bout d'un moment, en fait, on n'écoute plus vraiment les témoignages parce que ça devient trop long. Surtout que c'est des sujets qui sont durs à illustrer, donc on ne peut pas faire énormément de choses en illustration. Et puis nous, voilà, la contrainte a été que c'est un projet étudiant, donc on ne pouvait pas toujours passer plusieurs jours avec les témoins, même si ça aurait été super. Sinon, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Je pense qu'une des grosses parties, c'est la musique. Je vais te laisser en parler, Manon. Pour la musique, on a choisi Julie Hilt, du coup, qui est une amie et artiste. Et en fait, on voulait quelque chose qui puisse porter les témoignages, accompagner le documentaire et surtout quelque chose qui soit personnel et qui vienne de quelqu'un qui est extérieur au documentaire. Ça apporte aussi beaucoup à la dynamique des choses, donc merci à elle. Et sinon, on a beaucoup axé nos contenus Instagram et même sur notre site internet sur la photo pour mettre en valeur le travail d'Hugo et surtout montrer leur visage. C'est ça qui était très important. Et sur notre site internet, on a toute une partie sur les portraits parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans 26 minutes malheureusement. Et il y avait encore plein de choses à dire sur les personnes qu'on a rencontrées. Donc il y a eu un gros retravail de nos interviews et de proposer des portraits qui approfondissent ce sujet, mais qui approfondissent surtout nos personnages qui ont accepté de se confier à nous. Il nous reste, on va dire 40 secondes. Quel est le bilan que vous pouvez tirer de cette réalisation en 30 secondes, on va dire ? Le bilan, scolairement, on est content parce qu'on a eu une bonne note, mais ça, c'est un détail. Non, c'est d'avoir réussi c'est ce que je disais juste avant, de ne pas être tombé dans quelque chose d'hyper triste ou voilà, d'avoir pu aborder ce sujet qui est considéré comme tabou, d'avoir donné la voix à ces militants sans nous pour autant faire du militantisme, mais voilà, à dire on en est là en France, ces personnes souhaitent ce soin, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et voilà, je trouve que c'est ça la réussite du docu. Voilà, ça concrétise un projet professionnel et c'était super de le faire, quoi. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette émission qui passe super vite. Ouais, vraiment. Merci à vous pour ce témoignage. Merci. En tout cas, merci Manon, merci Merci. Hugo. Merci à Marie Lutringer pour sa chronique en passant par la Lorraine. Merci à Alix Berthelot pour la co-animation, le point réseau, les questions. Merci Alix. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve dans 2 semaines après les vacances et après le meilleur dont on va se tutoyer, le mardi 7 mai à 19h12. Et en attendant, on se retrouve demain à 11h30 dans Midi Lorraine. Avec toi Alix notamment pour le flash de midi. Toujours là. Alix toujours au rendez-vous et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, on s'occupe de tout sur RCF.